social dans le cadre mutualiste. Bonjour à tous, merci pour cette invitation également. Alors merci également, je tiens à le faire ici, merci à l'équipe de PR2L, une association du Limousin qui m'a beaucoup aidé dans mon travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ils sont présents ici, Bernard Lacor, Francis Juchereau et Johanna Lemercier. Ils m'ont aidé à accéder à des archives et ils ont même mis la main à la pâte puisqu'ils sont allés consulter quelques documents d'archives pour m'aider dans mon travail. Alors, je tiens à dire ici que le travail que je vais présenter, enfin la communication que je vais présenter, c'est des pistes de recherche. C'est pas un travail abouti, c'est des éléments que j'ai découverts au travers de mes travaux sur les réalisations sanitaires et sociales mutualistes. Parce qu'il y a peu de temps, j'ai publié un ouvrage, Yannick Marek l'a dit, sur les œuvres sociales mutualistes, ce qu'on a longtemps appelé les œuvres sociales, qu'on appelle aujourd'hui les SAM. C'est pas très beau, mais ça veut dire ce que ça veut dire, les services de soins et d'accompagnement mutualistes. Donc, c'est-à-dire tous les établissements, pharmacies, centres de santé, établissements pour personnes en situation de handicap, personnes âgées, etc. C'est extrêmement varié. Il y en a à peu près 2800 aujourd'hui en France, donc c'est pas négligeable. Et j'ai essayé de revenir sur les origines premières de ces établissements. Pour qui, pourquoi ils étaient fondés, dans quel contexte, et pourquoi toute cette politique s'est développée et est devenue aujourd'hui un des piliers du fonctionnement mutualiste finalement, voire même aujourd'hui ce qui fait la différence dans l'activité mutualiste face à une activité extrêmement concurrentielle. Donc voilà, dans ces recherches, j'ai découvert des éléments intéressants, c'est-à-dire des œuvres sociales mutualistes qui faisaient le lien avec des mouvements coopératifs. Ça m'a beaucoup interrogée parce que j'avais l'impression effectivement qu'il y avait un très grand cloisonnement des deux activités. On a parlé hier du modèle de Saint-Claude. Alors je ne sais pas si on peut parler d'école, mais en tout cas c'est un modèle hein, en France, le modèle de Saint-Claude avec des liens très étroits entre des structures mutualistes et coopératives. Mais on a souvent l'impression que c'est le seul élément, une exception nationale en France de liens mutualistes et coopératifs. Et d'ailleurs, quand on regarde les écrits, on voit bien que et Charles Gide et Émile Chesson faisaient déjà de la promotion et eux-mêmes s'interrogeaient sur l'absence de lien entre mutualité et coopérative dans une conférence qui a été donnée au Musée social. Donc le 20 décembre 1898, Émile Chesson se posait déjà la question pourquoi les mouvements coopératifs et mutualistes, je cite, sont restés jusqu'à présent isolés, distincts, s'ignorant l'un l'autre, et s'ils ne gagneraient pas à voisiner, à faire entre eux échange de bons offices. Donc c'est vrai qu'il y a ce cloisonnement, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a quand même des efforts, des expériences locales pour créer des liens entre mutualistes et coopérateurs. Alors peut-être, et là encore c'est une hypothèse, avec une influence belge. Il y a cette expérience de la coopérative de Gand. Alors excusez-moi, j'ai pris un cours accéléré de langue flamande tout à l'heure. La coopérative Verit, c'est à peu près ça. Donc en avant, hein, le modèle gantois qui donne un exemple tout à fait typique de lien entre le syndicalisme, la coopérative et des structures médico-sociales gérées sous forme mutualiste. Donc c'est extrêmement novateur et on se demande si ce modèle-là n'a pas gagné le nord de la France. Et là encore, Michel Dreyfus disait hier, on manque de connaissances sur ces sujets-là. C'est vrai, on aimerait en savoir plus sur la manière dont ce modèle belge a pu influencer et le mouvement coopératif, mais aussi le mouvement mutualiste. Donc voilà, ça c'est des hypothèses. Est-ce qu'il n'y a pas cette influence belge? Alors je vais vous présenter 3 exemples de structures coopératives ou mutualo-coopératives qui gagneraient à mon sens à être mieux connues. Hein, c'est quelques éléments que j'ai retrouvés et je pense qu'il faudrait vraiment creuser ces pistes. D'abord, le modèle de la revendication de Puteaux. Donc la revendication, c'est une coopérative de consommation qui a été créée par Benoît Malon en 1866. Alors au départ, c'était une société civile d'épargne, de crédit mutuel et de solidarité des ouvriers de fabriques de Puteaux-sur-Aisne et des pays environnants. Et donc, Benoît Malon et son entourage la transforment en coopérative rapidement. Et cette coopérative, ce qui m'intéresse, c'est qu'en 1903, elle crée en interne une société de secours mutuel pour gérer des services pharmaceutiques et des dispensaires. Et puis très vite, elle va diversifier ses activités culturelles, restauration, gestion d'un restaurant, organisation de concerts. Enfin vraiment, il y a une multitude d'activités. Et cette coopérative va avoir
vraiment une action très importante dans la vie locale de Puteaux et des environs. Deuxième exemple, dans une autre région, la Laborieuse de Troyes. Même chose, la Laborieuse, c'est une coopérative de consommation qui a été créée par des ouvriers de la chambre syndicale de la métallurgie et qui a fonctionné pendant 50 ans de manière totalement ininterrompue avec un succès assez incroyable. Déjà 4000 sociétaires dans ses premières années de fonctionnement, ça faisait 14 000 bénéficiaires. Et là encore, des services extrêmement variés, boulangerie, épicerie, caisse de prêt. Et là encore, on retrouve la création d'une société de secours mutuel pour gérer des services pharmaceutiques et médicaux, des dispensaires, des pharmacies qui sont implantés et dans Troyes et dans les environs. Alors là, on a deux exemples, il y en a peut-être d'autres. On a parlé hier d'une coopérative d'Amiens qui, elle aussi, avait créé une société de secours mutuel. Alors c'est vrai que la question se pose, est-ce que c'est uniquement des créations pragmatiques pour répondre à une carence ? C'est vrai, les coopératives n'ont pas le droit en France de gérer des pharmacies. Contrairement à la Belgique, là encore, où en Belgique, les coopératives peuvent gérer des pharmacies et il y a tout un réseau de pharmacies coopératives. C'est vrai, c'est une hypothèse, mais moi je me demande si, au contraire, il n'y a pas une vraie volonté d'aller plus loin et d'associer des mouvements mutualistes et coopératifs et d'associer des militants des deux mouvements. Et pour aller dans ce sens, je vais prendre l'exemple d'un autre exemple, et là qui est encore plus caractéristique, c'est celui de l'Union ouvrière de Limoges. Alors, l'Union ouvrière de Limoges, c'est une société anonyme, à personnel et à capital variable, qui a été créée en 1913 par un militant totalement atypique, c'est Jean Rougerie. Alors Jean Rougerie, il est vraiment atypique parce que c'est un ouvrier cordonnier qui est à la fois responsable syndicaliste, mutualiste, coopérateur et qui va avoir des responsabilités politiques au sein du Parti socialiste SFIO. Il va même avoir des responsabilités nationales à la Mutualité française, à la FNMF. Donc c'est vraiment un personnage qui détonne dans le paysage de l'époque de l'économie sociale, puisque lui, il cumule toutes les activités, même syndicales. Et Rougerie, fort de ce quadruple engagement, finalement, va se lancer dans la création d'une structure, une société anonyme, qui est ouverte à tous les mouvements ouvriers, à tout le mouvement ouvrier de Limoges et des environs. C'est-à-dire aux syndicalistes, aux coopérateurs, aux adhérents mutualistes, et tous peuvent adhérer à cette société anonyme. Tous les groupements peuvent adhérer à la société anonyme. Alors quel est le but de cette société ? Son but, c'est de gérer un dispensaire pour, je cite, procurer aux ouvriers syndiqués, mutualistes, coopérateurs et à leurs familles des soins médicaux et chirurgicaux au tarif le plus réduit possible. Voilà, donc ce n'est pas de l'assistance, ce n'est pas de la charité, ce n'est pas un dispensaire de soins gratuits, c'est un dispensaire mutualiste. On va demander une petite participation mais pour démocratiser des soins qui sont encore assez peu développés. Donc il n'y a pas du tout d'ambition lucrative, il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas d'intérêt reversé aux actionnaires, mais on veut développer des structures de soins. Alors le dispensaire, c'est le premier projet parce que l'Union ouvrière envisage d'aller beaucoup plus loin. Ils veulent créer une clinique de traitement des accidents du travail, un service d'hygiène sociale, un service de désinfection des habitations insalubres, des consultations gratuites pour les nourrissons. Enfin bref, ils veulent vraiment développer, ils veulent même mettre en place un service juridique de défense des ouvriers. Voilà, le projet est extrêmement vaste. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette société anonyme donc, est divisée en parts, évidemment, en actions qui sont réparties entre les groupements mutualistes, les coopératives, SCOP et coopératives de consommation, les syndicats de la Haute-Vienne, et tous se partagent ces actions, alors avec une grande majorité d'actionnaires mutualistes, puisqu'ils sont déjà 75% presque en 1913. Alors l'Union ouvrière ne se met pas en fonctionnement immédiatement, parce que la guerre éclate, et en fait le projet est anéanti par la guerre. On n'en parle plus du tout. D'après ce qu'on a vu, ni dans le mouvement mutualiste, ni chez les coopérateurs, ni dans les syndicalismes, on ne parle plus de ce projet et il ne sera réactivé qu'en 1918, à la fin de la guerre, avec un contexte très favorable finalement, parce que la Croix-Rouge américaine a créé un hôpital pour enfants à Limoges et comme la guerre est finie, elle s'en va et elle laisse un hôpital tout moderne, tout neuf, qui n'a jamais fonctionné et qui va être mis au profit de l'Union ouvrière par la municipalité.
Donc le dispensaire se met en route à cette époque-là, avec un succès immédiat, énormément de succès de la part de l'ensemble du mouvement ouvrier. Et d'ailleurs, très vite, les gestionnaires de l'établissement déclarent que c'est bien la preuve, je cite, de ce que la classe ouvrière est capable de faire avec de l'union et la coordination de ses efforts dans sa marche vers l'avenir. Donc c'était vraiment la volonté de nouer des liens pour montrer qu'ensemble, on est plus fort et puis qu'on peut avoir un établissement qui a un grand succès et qui d'ailleurs se développe. Il y a pas mal de consultations qui se mettent en place. C'est même un service municipal parce qu'il y a des consultations pour les nourrissons de la ville. C'est un service de don de layettes pour l'ensemble des maires de la ville. Voilà, donc c'est un établissement qui marche vraiment très bien. Et qui, curieusement, va garder cette forme de société anonyme, qui est pourtant très handicapante pour sa gestion. Dans les années 30, on va essayer de le transformer en œuvre mutualiste et puis de l'intégrer au sein de l'Union départementale mutualiste pour essayer de mieux le faire fonctionner, parce qu'avec les assurances sociales, ça devient très compliqué. Et puis le projet échoue parce que, bon, alors déjà, il y a des raisons fiscales, financières qui sont assez problématiques. Et puis, si on transforme l'établissement en œuvre mutualiste, on ferme la porte aux syndicalistes et aux coopérateurs. Ça devient un établissement réservé à des adhérents mutualistes. Donc tout ça pose problème. Et finalement, l'Union ouvrière va garder sa forme de société anonyme ouverte à l'ensemble du mouvement ouvrier jusqu'en 1979. Ça peut paraître assez surprenant, mais alors évidemment, c'est un service qui est géré quasiment uniquement par la mutualité de Limousine. Les syndicats et les coopérateurs n'y apportent qu'une caution morale dès les années 20, mais ça montre bien qu'il y a toujours cette volonté d'ouverture et de lien à l'intérieur du mouvement social. Alors avec une gestion qui est quand même très compliquée, parce que les mutualistes sont très souvent mis en cause par les syndicalistes, par les coopérateurs. Dans les assemblées générales, on le voit. Je n'ai pas tout étudié parce que ça mériterait une étude beaucoup plus approfondie, mais on sent bien que voilà, c'est un peu compliqué d'associer des mutualistes et des coopérateurs dans cette gestion. Alors voilà, je vais conclure. Je suis désolée d'être si brève dans cette présentation très superficielle, mais je crois qu'on a vraiment besoin d'études historiques sur ce type de réalisation pour aller plus loin dans cette vision d'une association mutualiste et coopérateur. On a besoin d'études sur l'implantation régionale des coopératives et des mutuelles pour voir finalement si, oui, est-ce que c'est une conjonction des forces pragmatiques et qui répond à un besoin local pour offrir des services médico-sociaux, ou si on n'est pas face à un courant plus vaste qu'on retrouve peut-être dans d'autres régions de France, qui va à contre-courant de cette vision cloisonnée de l'économie sociale au début du XXe siècle et qui tentait déjà d'en faire un vrai mouvement. Voilà, c'est la question que je pose et qui reste ouverte parce qu'il faudrait beaucoup de travaux pour approfondir cette question. Merci beaucoup.